Vous faites bien le suite des programmes de la télévision Africa 7. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau Ababacar Ngom, président de l'association des importateurs, distributeurs d'équipements et de matériel de pêche. Ababacar Ngom est aussi le trésorier général du Tricolore Club. Ababacar Ngom, pour les intimes, est le directeur général de NGF. L'homme est aussi un sportif, il pratique les arts martiaux. Il est arbitre international de judo, vice-président de la Fédération sénégalaise de judo. Alors ensemble, nous parlerons un peu, on va dire, de la réglementation de la pêche. Nous verrons si les outils pour aller vers cette réglementation sont disponibles au Sénégal. Et ici même, on va dire, quand même à travers leur association. En gros, le secteur de la mer sera vraiment largement débattu dans cette émission. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va donc donner la parole à notre invité. Monsieur Ngom, bonjour. Bonjour, cher. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci. Alors, je l'ai dit en introduction également, vous êtes à la tête aussi de l'association, on va dire la CIDEM. Ce serait intéressant que vous puissiez nous expliquer un peu la CIDEM, parce que, bon, on a entendu parler que la CIDEM est donc vraiment à l'origine de plusieurs choses, comme par exemple, on va dire, l'initiation des gilets de sauvetage, on va dire aussi cette surveillance aussi donc, au niveau des mers, de la mer aussi. On parle aussi vraiment de ces radars. On parle en fait de beaucoup de choses, hein, mais on aimerait vraiment en savoir aujourd'hui parce qu'il n'y a pas si longtemps, Greenpeace a fait une conférence de presse pour se plaindre également de la dégradation de la mer. Mais d'abord, c'est première question. Je serais beaucoup à l'aise pour répondre à cette question, hein, cher, parce que l'association des importateurs des outils de matériel de pêche est une association qui existe depuis, je pense, depuis 15 ans. Mais la vocation de l'association, elle est tout à fait une vocation socio-économique, parce que nous sommes en face d'un monde qu'on appelle le monde maritime. Donc un monde maritime, c'est une population, c'est des infrastructures, c'est du matériel navigant, c'est notre contexte de la nature, donc la mer. Alors pour ça, il est tout à fait normal, en sachant que le Sénégal, j'ai l'habitude de le dire, a plus de la moitié de sa surface territoriale en mer, que des Sénégalais s'y activent. Alors, notre association, aujourd'hui dont je suis président, a une vocation d'accompagner le secteur. Donc, nous accompagnons le secteur pour pouvoir mettre en place tout ce qui est nécessaire pour pouvoir fonctionner. Au départ, je pense qu'on a parlé de ce qui est important des gilets. Je pense que c'est là où vraiment je suis à l'aise pour répondre dans cette émission en premier. Pourquoi? L'État met les moyens pour que les pêcheurs, quand ils partent en mer, puissent être équipés. Je pense que c'est un devoir d'État, de l'autorité suprême, de pouvoir sauvegarder ces vies humaines. Et au niveau de l'association, nous avons senti en 2007-2008 qu'il fallait accompagner. Nous sommes des entreprises privées qui fabriquons, donc qui travaillent dans la conception de ce produit qui est incontournable au niveau de la navigation. Je vais m'expliquer. Vous partez en mer, vous n'avez pas de gilet. Vous avez un problème, vous coulez. On n'y peut rien. Un être humain n'est pas adapté, il n'est pas conçu pour rester en mer. Et ce que je crois à mettre en œuvre, c'est que si cette personne part en mer et qu'on ne lui donne pas les moyens d'y aller, si vraiment on y perd sa vie, il n'y a pas de responsabilité. Quand nous sommes arrivés, on avait vu que le problème, c'est que le pêcheur en partant en mer, c'est qu'il disait « j'ai le gris-gris de grand-père qui me sert vraiment de bouée. Si c'est sûr et certain, je pars en mer, il n'y a pas de souci. Parce que je me sens bien, je me sens protégé. » Mais je pense qu'on a une nouvelle génération qui aujourd'hui sont très conscientes de mettre en marche et en œuvre de pouvoir porter ce genre d'instrument. Gilet de sauvetage, pourquoi il est important? Je viens de le dire, vous partez en mer, vous avez des problèmes, le bateau coule, vous n'avez plus de quoi vivre, vous êtes en mer, vous pouvez rester en survie. Mais ces gilets de sauvetage dont vous faites allusion ont été quand même décriés par plusieurs personnes parce qu'ils disent que, en fait, même si vous les portez, n'empêche que vous coulez. Est-ce qu'il y a d'autres façons, il y a d'autres gilets de sauvetage ou bien ils ne sont pas les mêmes que, par exemple, l'association des livres, la CIDEM? Vous savez, l'association est partie du fait que, aujourd'hui, si vous faites une conception, vous réalisez un produit genre gilet, que vous amenez au Sénégal, il faut que ça réponde aux normes du Sénégalais. J'ai toujours dit que le Sénégalais moyen qui part en mer pèsera entre 70 et 80 kilos. Il porte
des vareuses jaunes, ce que vous voyez, et des pantalons, ils vont à 90 kg. Il part en mer le foie et la panique, il se retrouve aux environs de 100 kg. Parce qu'il y a un coefficient de panique qui augmente. Si vous paniquez, vous coulez. Mais il est tout à fait normal que notre association puisse voir quel est le type de gilet qui part avec le Sénégalais, qui pèse en panique 100 kg, 80 à 100 kg. Et ces gilets sont normés. Quand on parle de normes de SOLAS, c'est des normes qui permettent d'identifier que tel gilet a une flottabilité de pouvoir être porté par une personne de 100 kg, une personne de 50 kg, une personne de 20 kg, et un enfant, et ainsi de suite. Est-ce qu'on peut avoir une petite idée de ces gilets dont vous faites allusion un peu? Ils sont un peu différents des autres? C'est qu'ils soient dans les normes, qu'ils soient testés, qu'ils puissent prendre le pêcheur vraiment par rapport à son poids, qui est réglementé. Il y a de la réglementation. C'est là aussi que j'attire l'attention beaucoup sur l'environnement, au niveau de l'autorité, de savoir qu'il y a des gilets que les Sénégalais, les pêcheurs sénégalais ne pourront jamais porter. Parce que moi, j'ai essayé un gilet que j'ai acheté sur le marché. Je me suis permis de faire, entre parenthèses, de la plongée sous-marine avec le gilet. Exactement, c'est normal que je puisse tester. Notre association est là pour veiller à ce qu'on puisse remettre à ces pêcheurs, parce que ça va de leur vie. Nous avons même fait des spots où c'est des enfants qui courent, prendre le gilet et le remettre aux parents qui partaient en mer sans gilet. Pour les conscientiser, comme quoi que papa, vous partez en mer, vous n'avez pas de gilet, il n'y a pas d'arbre comme on dit en Hollande, il n'y a pas de bancasse, vous partez en mer et voilà ce qu'il vous faut pour revenir. Et ces campagnes de sensibilisation, nous l'avons mis un peu partout au Sénégal. Nous avons sillonné pendant des mois pour expliquer la nécessité. Je vous dirais, c'est l'association qui a impulsé le port de gilets de sauvetage au Sénégal. Et ces gilets de sauvetage ont été réglementés, autorisés par le gouvernement maintenant. Mais exactement, parce qu'il y a l'autorité, à l'agence des affaires maritimes, quand même, qui est là pour vérifier si vraiment ce gilet-là est adapté ou non. Nous avons des mécanismes de contrôle au niveau du ministère de l'économie maritime, regorge d'experts, de division et de direction de la pêche artisanale qui savent qu'il faut tel gilet, qu'ils doivent répondre, qu'ils doivent porter un sifflet assez puissant quand vous êtes en panique et avoir des bandes réflectorisantes. Quand un bateau balaye en recherche, vous réflectorisez effectivement le gilet qu'on puisse venir vous chercher. C'est exactement, il existe. Donc nous pensons que notre devoir, c'est de sensibiliser, notre devoir, c'est de mettre à disposition, notre association a les moyens, la CIDEM a les moyens de mettre à disposition de l'État, du Sénégal, ce type de gilet pour pouvoir effectivement régler ce problème-là définitivement. Justement, peut-être les téléspectateurs verront également, on va dire en insert, c'est le jargon que nous utilisons un peu, ce type de gilet également, c'est pas de la publicité, mais moi je me dis qu'également la vie d'une personne est beaucoup plus importante que la publicité. Mais comment faire dans ce cas pour se procurer les bons gilets? Parce que vous-même vous l'avez dit, il y a des gilets que l'on voit un peu dans le marché noir et c'est pas bon, et ça se termine vraiment par une perte de vie, bien, comment va-t-on dire, ça se termine par de la perte de vie humaine. Exactement. Vous partez. La responsabilité de la CIDEM, elle est extrêmement importante parce que nous sommes. Nécessairement aller vers la CIDEM pour avoir ces gilets. Vous savez pourquoi? Vous contactez-vous? Non, je vais vous expliquer pourquoi il y a une nécessité d'aller voir les professionnels du secteur d'équipement. Nous sommes une organisation. Notre rôle, notre devoir et obligation, c'est de mettre à disposition de la population maritime, pêcheurs, artisans, industriels, et des gilets, du matériel qui est effectivement homologué et de bonne qualité et qui permettent de régler ce problème. Nous avons une obligation. Mais comment on fait? Il est normal qu'au niveau de la conception, qu'il y ait un cahier de charge défini par rapport aux Sénégalais. Je ne vais pas prendre un gilet de l'Asie ou à quelque part dans un endroit où ces personnes pèsent en général 50-60 kilos pour le ramener sur un Sénégalais qui en paniquant va à 100 kilos. Ça ne marchera pas. Si cette personne effectivement tombe en mer par un accident, il va couler. Et il dira, non, en tout cas, nous, on a porté des gilets. Mais oui, mais vous n'avez pas porté des gilets qui sont adaptés à votre morphologie, à votre poids. C'est ce que nous avons fait. Nous avons mis ces gilets parce que le gilet, il doit vous prendre, mais aussi il doit vous retourner dans les 5 secondes si vous tombez par le visage. Il doit vous retourner dans les 5 secondes. Donc il y a des dispositifs, donc quand vous avez une tempête, même si vous ne connaissez pas, il faut des harnais, parce que c'est votre protection. Vous n'avez absolument rien d'autre que ce gilet de sauvetage pour vous sauver. Vous portez un gilet qui n'a pas d'harnais, le gilet sort et vous laisse
par le phénomène de la flottabilité, et vous coulez. Mais toutes ces dispositions-là, on ne peut pas venir dire, monsieur, vous prenez tel gilet et vous marchez, non. Le gilet, il est adapté. C'est une question, vous l'avez dit, ce n'est pas de la publicité, mais c'est une question de vie humaine. D'un père de famille ou des jeunes qui partent. J'ai l'habitude de le dire quand je vais les voir, que vous savez, vous, que quand vous perdez la mère, c'est la nation qui perd son fils. Ah oui, il y a beaucoup de pertes en vie humaine. On voit les gamins, des pêcheurs qui disparaissent en mer. Il n'y a même pas si longtemps, on en a entendu parler un peu partout. Mais est-ce que vous avez la capacité de satisfaire, on va dire, la clientèle? Quand je dis la clientèle, je fais un peu allusion à ces pêcheurs entre 150 000 et 200 000 qui vont en mer par jour, mais c'est énorme. Hein? Exactement. Et je rejoins cette vision de dire qu'un pêcheur conscientisé a une obligation de porter un gilet de sauvetage. Nous avons fait des campagnes de 2007, on a refait en 2008 et en 2009. L'État fait des campagnes de sensibilisation chaque année. Le ministre part, Omar Gueye part toujours pour expliquer la nécessité. Au niveau de la direction de la protection de la surveillance des pêches, parle aux pêcheurs, mais notre rôle aussi, en tant que créateur de produits, notre rôle en tant que conseil, notre rôle en tant que préconisateur, c'est de dire aux pêcheurs, dans un langage extrêmement compréhensif, si vous me voyez parler aux pêcheurs, vous avez l'impression que je suis né avec les pêcheurs. Parce que j'ai le langage, j'ai l'habitude de dire, je formate mon cerveau pour leur parler. Et l'État a les moyens, l'État a des postes de contrôle, a des services régionaux qui doivent et qui sont en train d'informer. Maintenant, le support de la CINEM, notre organisation dont je suis présent, c'est de dire, voilà ce que nous pensons et ce qui est vrai, qui peut être adapté parce que nous l'avons conçu, testé, homologué, agréé comme tu le voulais, pour que les pêcheurs puissent les porter en mer. Alors il n'y a pas aussi des gilets de sauvetage comme condition de sécurité, il y a aussi vraiment ces, comment va-t-on dire, hein, comment on les appelle? Les GPS, voilà, c'est ça. Mais c'est un exemple. Vous savez, les GPS, quand nous l'avons introduit en 97-98, on m'a dit, Bengom, les pêcheurs ne sont jamais allés à l'école. Comment un pêcheur qui n'est pas allé à l'école puisse manipuler un GPS? Et exactement, quand je le disais, vous disiez, mais je dis non. Si vous parlez de l'importance du GPS, qui est un appareil qui a la taille d'une télécommande, vous positionnez Caillard, vous positionnez Fastboy, vous enregistrez. C'est le GPS qui enregistre. Hein? Caillard, Fastboy, l'ampoule Potou, Differ, Kafountine, les points que vous voulez, les quais de débarquement. Le pêcheur, il part en mer, il est tranquille. Il va où il veut. Il veut rentrer, il appuie sur un bouton, le GPS lui dit là où vous êtes. Vous pouvez, le plus proche, c'est Caillard. Le plus proche, c'est Mbour. Après Mbour, c'est Fastboy. Après, c'est l'ampoule. Alors, c'est qui permet à quoi? Le pêcheur, par rapport à son carburant, il peut dire, ah, moi, je sais que ce carburant ne peut pas, si j'essaie d'aller à Caillard, je ne vais pas y arriver. Je risque de couler ou de tomber en panne en mer, ce qui est grave. Donc, je vois que là, ce n'est pas Caillard, mais c'est Mbour qui est plus proche. Je vais à Mbour. C'est un élément fondamental. D'abord, vous partez d'un point à un autre. Si vous quittez Mbour, c'est plus proche, donc vous consommez moins. Donc, en matière d'économie, c'est extrêmement important. Mais il faut savoir aussi qu'au niveau du moteur que vous utilisez plus loin, parce que vous n'avez pas de GPS, mais ce moteur va souffrir, va s'user. Et on sait qu'un moteur de 40 chevaux tourne à peu près à fond entre presque à 5000 tours minute. Alors, perdez une heure de temps, multiplié par 60, vous avez le nombre de tours que vous avez perdu. Et quand les pêcheurs nous avons porté ce langage, mais en plus, que quand vous pêchez, ça c'est ce qu'on appelle cerise sur le gâteau, vous pêchez dans cet endroit, vous avez la chance d'avoir du tchof, hein, vous avez du caoutchouc, quelque chose, du mérou, vous pouvez l'enregistrer. Demain, vous voulez revenir, vous pouvez demander au GPS de vous y ramener. Si vous retrouvez, c'est votre chance, mais vous avez ce point que le GPS vous donne. Donc quand nous avons porté, nous, la CIDEM et NGF, que je dirige, et cette information, les pêcheurs ont dit, mais attendez, il y a de l'engouement, il y a de l'importance, il y a le volet sécurité, il y a le volet économique. On ne consomme pas, le moteur s'use moins, on arrive à un point, il y a de la sécurité, donc on va le prendre. Et tous ces appareils sont disponibles avec vous? Les appareils sont disponibles, nous avons mené des campagnes pour leur montrer, nous avons utilisé des radios côtières, des radios communautaires, nous avons fait des jeux concours, que si vous répondez aux questions du GPS, vous gagnez des gilets de sauvetage, vous gagnez des GPS. Nous l'avons fait à Mour, on l'a fait à Joal, à Saint-Louis.
nous avons fait ces campagnes nous-mêmes, avec nos propres moyens, pour parler avec les pêcheurs. Dans ce cas, est-ce que vous participez à la sécurité, on va dire, maritime, la sécurité côtière, entre guillemets, je ne sais pas si le mot est bien dit ou pas, parce que les pêcheurs se plaignent un peu parce qu'il n'y a plus de poissons et qu'il y a des bateaux étrangers qui viennent pêcher dans des zones interdites ou bien des zones qui ne sont pas autorisées à la pêche industrielle ou pour la pêche industrielle. Nous avons une participation très responsable sur tout ce qui touche nos ressources halieutiques. D'abord, au niveau de la réglementation, le type de filet qu'il faut mettre, la taille des mailles de filet autorisées, de tout ce qui tourne dans la juridiction des eaux sénégalaises, quel type de filet qu'il faut mettre pour que le poisson, qui a une certaine taille, puisse partir. Et sélectionner ceux qui ont la valeur marchande et qui sont prêts en phase de ne plus procréer, on peut le dire. Au niveau de la ressource, c'est extrêmement important. Ce qui veut dire que l'État du Sénégal, la haute autorité, le ministère, la direction de la protection des pêches, s'appuie aussi sur la SIDEM. Parce que si vous préconisez, il faut qu'on puisse mettre à disposition. Parce que sinon, le pêcheur vous dira, mais monsieur, vous m'avez dit, mais je n'ai pas les moyens. Avec où est-ce que je vais chercher? Donc, il faut immédiatement qu'on essaie de mettre à disposition ce type de matériel qui est adapté. Ce matériel est mis à disposition. Les pêcheurs, nous l'accompagnons, nous l'expliquons, comme quoi que ce sont... Voilà comment on utilise les produits. Maintenant, sur le domaine de la surveillance, nous avons notre vaillante marine nationale, je l'ai l'habitude de le dire, et je dis très souvent que pendant que le Sénégal nous dormions, notre chère et vaillante marine nationale veille sur nos côtes, la nuit, le jour, tous les jours, en essayant d'arrêter ces pirates, en essayant, ces pirates, le mot pirate en mer, il peut être pirate qui peut créer des problèmes, hein, mais il veut être aussi pirate quelqu'un qui vient pêcher sans réglementation, sans licence, et qui vient vous prendre des produits qui ne leur appartiennent pas, qui appartiennent à la nation sénégalaise. Mais au-delà de cela, l'État aussi a des postes de contrôle. Nous avons, nous, à SIDEM, été sélectionnés, comme on a l'habitude de le dire, c'est des sélections où nous devons être présents. Nous avons fourni, par une sélection extrêmement rigoureuse, des instruments de surveillance, tels que des radars que nous avons installés, et que le ministre tout récemment a inauguré, ce qui permettent, avec ce type de radar, ce type de faisceau, d'identifier les navires qui sont autorisés à pêcher dans les eaux sénégalaises, mais aussi à quel niveau devez-vous pêcher, suivant la capacité de capture. Le Sénégal, j'ai l'habitude de le dire à des amis qui sont très terrestres, je dis, mais vous pensez que le Sénégal s'arrête en allant à Diourbel, Kayarot, et dans les autres Thiès et autres? Je dis, le Sénégal a une surface extrêmement importante. Nous avons 718 km de façade maritime. On a 200 et quelques, 250, 265 selon, de zones d'expansion économique qui nous appartiennent. Donc il est normal de les surveiller, parce que ça nous appartient, c'est le patrimoine. Vous savez, il y a une chose dont je pourrais répondre, d'autres choses, comme vous savez, en matière de surveillance, c'est un peu des sujets un peu très sensibles. Vous savez, c'est normal, parce que si aujourd'hui, je me permets de donner des détails sur notre performance en tel, vous savez, pourrait être... Alors, ce que je peux dire, c'est que le Sénégal, l'État a mis les moyens de surveillance. La Marine nationale, je pense récemment, vous allez voir, se sont dotés encore de patrouilleurs. Vous verrez, le peuple sénégalais a besoin de savoir que nos côtes sont vraiment surveillées, qu'effectivement, on peut naviguer et venir déjà pour la sécurité sans être attaqué. Dans certains pays, vous avez des pirates qui montent sur les bateaux et qui font des problèmes. Mais au Sénégal, on continue de le souhaiter. Inch'Allah, je pense qu'on verra que nous avons de la surveillance. Donc il faut, justement, il ne suffit jamais, parce que chaque fois que vous mettez de la surveillance, vous avez ceux qui ont envie de mal faire, ils chercheront toujours à contourner. Ils développent donc, c'est une recherche vraiment évolutive de pouvoir mettre tout le temps des appareils de plus en plus sophistiqués qui peuvent détailler des cibles
Et ça, je pense que le Sénégal est à son niveau. Mais quelque part, vraiment, vous avez quand même, on va dire, des appareils qui vous permettent quand même de limiter tout un chacun, parce que des fois, certains bateaux vont pêcher dans des zones interdites. Hein. Oui, un bateau qui vient pêcher dans les zones interdites, on l'appelle très souvent, et c'est clair, c'est des bateaux pirates. Au niveau de la surveillance côtière, normalement, si vous prenez une licence de pêche au Sénégal, il y a des obligations. Vous devez porter à bord des balises de surveillance. Il y a un système de contrôle qui est extrêmement efficace, qui permet effectivement de surveiller ces eaux, parce que nous avons besoin de savoir réellement qu'est-ce qui va se passer, parce qu'il est de notre responsabilité de léguer aux générations futures la mer, mais dans un contexte de richesse, mais pas de pauvreté. La ressource se raréfie, oui. On peut le dire, de plus en plus, le Sénégalais est consommateur de poissons. Nous consommons environ, d'après les écrits, 28 kilos de poissons par Sénégalais et par an, alors que le Belge, il est aux avions de 10-12 kilos par an. C'est que le Sénégalais aussi, il faut dire, aime le poisson. Le tchéboudjen, il est toujours le plat national. C'est pas normal, je pense que de ne pas vouloir le poisson, le Sénégal adore le poisson dans toutes ses formes. Non, mais ça vous n'avez pas fait raison, parce que si on dit que le Sénégal, la ressource se raréfie, le Sénégalais est consommateur de bons poissons, le Sénégalais sait travailler et valoriser le poisson. Aujourd'hui, dans la sous-région, le Sénégal, je le dis toujours, nourrit le Mali, le Burkina, le Gabon, le Cameroun, la Côte d'Ivoire dans un pays. Parce qu'on a un savoir-faire vraiment de faire du poisson comme il se doit. Nous avons aussi du poisson qu'on exporte d'une certaine valeur, travaillés et qui sont partis dans tous les grands marchés du monde et travailler, parce que aussi notre qualité de poisson, elle est très bonne. Alors, elle est excellente. Je vais appuyer un peu sur l'accélérateur parce qu'on parle de plus en plus de la pêche, on va dire industrielle, et quand on parle de pêche industrielle, automatiquement on pense aux navires. Est-ce que vous intervenez vraiment dans ces navires? Nous avons la CIDEM et NGF intervient, nous intervenons beaucoup à un niveau. Vous savez, dans la pêche, vous avez plusieurs secteurs. Vous avez un bateau. Le bateau, il faut l'armer. Donc il faut mettre des éléments qui puissent permettre d'aller travailler en toute sécurité et rapporter de la ressource, parce que c'est un investissement lourd. Un bateau, il coûte excessivement cher. Donc, c'est un bâtiment flottant. À l'intérieur du bâtiment flottant, vous avez de l'électricité, vous avez de la plomberie, et vous avez des éléments de surveillance. Vous avez besoin de radar pour ne pas percuter un autre bateau. Vous avez à l'intérieur des radios de communication pour pouvoir communiquer même en détresse ou entre vous. Vous avez à bord ce qu'on appelle, en général, tout le monde le sait, un moteur qui doit être dans des bonnes conditions de travail. Vous avez une hélice extérieure qui est dans l'eau, qui ne doit pas prendre de la flotte comme on dit. Vous avez de l'eau qui rentre et qui doit sortir, donc vous avez des systèmes de régulation hydraulique. Vous avez un système de réfrigération, parce que vous prenez du poisson, il ne faut pas qu'ils arrivent pourris. Donc il faut que le poisson soit dans de bonnes conditions. Mais vous avez aussi des êtres humains. C'est là où j'ai l'habitude de dire que quand on parle de mer, les gens disent, ouais, mer, poisson, non, mais vous avez des êtres humains qui sont à bord. Ils ont besoin d'être dans d'excellentes conditions, parce qu'ils partent entre 15, 20, 1 mois, 2, 3, 4, 5 mois en mer. Ils n'ont pas de famille, ils n'ont rien. Ces personnes vont se nourrir. J'ai dit, on a besoin des agriculteurs, parce qu'il faut qu'ils mangent. Hein, des choux, de la carotte, et ainsi de suite. On a besoin des éleveurs, de l'élevage, parce qu'ils doivent manger de la viande. Vous savez, donc, la mer, on veut dire que tout le monde s'y rencontre, en général. Et ça, c'est clair. Mais l'intervention, elle est un petit peu divisée. En ce qui nous concerne, nous ne sommes pas effectivement dans la partie nourriture. Nous nous arrêtons dans la partie technique, équipement individuel, et techniquement parlant, ça veut dire le matériel qu'il nous faut, les filets réglementés, parce que c'est important. Et vous en avez ici, et nous avons des filets, parce que nous sommes le prolongement de l'État, en quelque sorte. Nous sommes le prolongement de l'autorité qui dit, dans mes eaux, pour pêcher la crevette, il faut des mailles de 50 mm. Pour pêcher le poisson, il faut des mailles entières de 70 mm.
nous sommes là pour fournir. Donc nous sommes équipés pour fournir ce matériel qu'on met à disposition des pêcheurs industriels, à ces bateaux. Et ben, nous n'arrêtons pas là, parce que l'élément de contrôle, qui est on peut l'appeler la DIC aussi, parce que c'est la division d'inspection et contrôle, qui existe au-dessus de la DPSP, de la direction de la production de pêche, ils ont le matériel, les instruments qu'il faut pour mesurer chaque fois que le bateau revient. Les inspecteurs montent à bord du navire, je parle langage maritime, à bord du navire, pour jauger, pour voir effectivement si la taille des mailles ont été respectées pour la sélectivité des produits. Et nous avons ce matériel, nous sommes là, nous sommes les premiers à nous contrôler avant effectivement de le remettre, parce qu'un bateau qu'on prend en train de jouer sur les mailles, 1 mm ou 2 mm de petit, ce bateau doit être arraisonné. Il appartient à l'État du Sénégal. Et la capture, et en général, le commandant peut aller même en prison. Les sanctions sont énormes. Et il va de notre responsabilité, quand même, quand on vous prend avec un filet, en vous disant, monsieur, vous l'avez acheté, mais on l'a acheté à NGF, à mes frères, on l'a acheté à la Côte-Noire, on l'a acheté probablement à la CIDEM, et que ce produit-là n'est pas réglementaire, mais écoutez, vous êtes le premier à être engagé. Donc voilà un engagement, des formes d'engagement que nous avons pour mettre en place, effectivement, du matériel adapté pour les navires qui battent pavillon sénégalais ou qui ont la licence sénégalaise de pêche, mais pour nous aussi sur l'international. Parce que nous avons un port d'éclatement. Le port de Dakar, c'est un des meilleurs ports du monde, où se retrouvent les Espagnols, les Italiens, les Grecs, les Coréens, les Chinois, tout ça. Par le port d'Abidjan. On le dit, mais je suis fier de mon port. Je suis très fier parce que la qualité de la prestation du service portuaire du Sénégal est toujours améliorée. Mais je fais partie de la circonscription maritime. Nous faisons partie de tous ces activistes qui sont à l'intérieur du port et qui ont quelque chose à donner au port. Le port est l'élément, juridiquement parlant, qui met à disposition des acteurs. Nous sommes des acteurs qui évoluent dans le port. Le port nous donne les moyens de rester en son sein, mais pour créer des richesses et pour aussi prolonger, mettre en place la réglementation. Mais ce que nous voyons, nous savons que nous sommes fiers de notre port, de Dakar, notre port autonome, et particulièrement au port de pêche, où c'est notre milieu d'évolution. Il m'arrive d'aller à Abidjan, j'étais à Sierra Leone, là je viens, dans beaucoup de ports, j'étais à Agadir, il n'y a pas longtemps, et Mauritanie j'y vais, et Guinée-Bissau pareil, je vais dans les ports. J'étais au Gabon il y a 15 jours. Mais quand je reviens, je dis, il ne faut pas qu'on s'endorme, il faut améliorer. Et je pense que l'essence directionnelle aujourd'hui, le staff de direction du port autonome de Dakar, vraiment est, en ce qui nous concerne, à mon avis personnel, mais comme je suis le président de la CIDEM, je peux dire que nous essayons d'être ensemble et de construire, et nous avons confiance en cette équipe et nous demandons aussi d'améliorer. Et nous avons notre part, l'État ne peut pas tout faire. Soyons des acteurs vraiment engagés et nous aurons à l'étendard des grands ports de New York ou du Havre, pourquoi pas. Alors, il paraît que en fait, les bateaux sont souvent confrontés à des problèmes d'étanchéité. Vous confirmez cette information? Mais je le confirme parce qu'un bateau flotte sur l'eau. Donc, c'est sûr et certain, le bateau prend de l'eau. Il faut évacuer ce l'eau ou l'étancher. Un bateau, il faut l'étancher. Vous êtes spécialiste? Ah oui, parce que le département de NGF, nous avons un sous-département qui s'appelle DES, Dakar Express Équipement Service. Pourquoi Express? Et équipement, ça veut dire que c'est de travailler dans l'urgence. C'est extrêmement important. Vous avez un bateau qui arrive, il a des voies d'eau, il faut trouver des moyens. Quand c'est compliqué, il faut des pompes. Mais parfois, une petite voie d'eau peut devenir vraiment une catastrophe, comme j'ai l'habitude de le dire. Mais nous avons des éléments, des instruments rapides qui permettent effectivement d'étancher le sinistre, le problème, la voie d'eau. Et de remettre le bateau à flot. Et ce n'est pas de réparer pour un cas, non, c'est vraiment une réparation franche et durable. Nous, on le fait. On le fait étancher. Vous avez du matos, tout ça, pour faire tout ce travail. Et nous avons, parce que de plus en plus, on demande aux bateaux d'être équipés quand ils partent en mer. Il ne faut pas revenir à Dakar, au quai de Dakar, pour vraiment étancher. C'est trop tard. Donc nous avons en stock, mais aussi on met à disposition des mécaniciens de bord ou au commandant des kits qu'on appelle des kits de sécurité.
qui leur permettent, quand ils ont une voie d'eau, ils peuvent venir partout. Parce que la tôle, il y a des moments où il y a des faiblesses dans certaines parties de la tôle, de la structure métallique, et l'eau passe. Et c'est vous qui les mettez à leur disposition? On les met à disposition avec une formation. Quand ils sont en mer, ils ont des voies d'eau, ils les réparent immédiatement avec des produits, mais très simples. Vous savez, nous sommes en Afrique, il ne faut pas chercher une alchimie extrêmement complexe. Vous mettez deux produits, vous les mélangez, ils font l'effet, vous les mettez, messieurs, vous pouvez partir. L'étanchéité assurée. Et définitivement. Condition facile également pour rester plus dans le domaine de l'étanchéité. Je le dis pourquoi, parce que j'ai eu la chance quand même de vous suivre un peu concernant Touba avec un témoignage que le marabout, le fils de Céline Moutara Bassirou Baké, c'est bien ça? C'est ça, exactement. Voilà, ça. Donc, avait fait un témoignage sur vous concernant le domaine d'étanchéité, surtout à Touba, avec la grande mosquée donc, de Seigne Bassirou. Alors, moi je voudrais juste savoir quand même pour ces problèmes d'étanchéité, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de bâtiments qui s'effondrent, on va dire, à cause de ces problèmes. C'est dramatique. Hein. Mais parce qu'on oublie un facteur important. Et c'est qui, nous sommes toujours dans le domaine maritime, hein, parce que en voulant étancher les bateaux, vous êtes à l'aise pour aller sur le bâtiment. Nous avons vu qu'il y a la nécessité d'informer en disant que vous mettez votre patrimoine. Vous allez à la banque chercher de l'argent, on vous prête de l'argent, vous construisez votre maison. Qu'il y ait 2 ou 3 hivernages, vous perdez votre maison. Et vous allez attaquer, en général, le maçon ou l'entrepreneur pour lui dire, monsieur, écoutez, ma maison, vous avez mal fait. Alors qu'il reste un dispositif assez extrêmement important qui concerne l'étanchéité. C'est pour cela que quand nous avons eu des résultats vraiment très qualificatifs et des résultats vraiment éloquents, nous avons, avec toujours Dakar Express Équipement Service Action de tête technique, nous avons dit il faut qu'on puisse informer. Comment informer? C'est d'aller voir les bâtiments. Et on s'est rendu compte effectivement que nous avons à communiquer, nous avons à sauvegarder des patrimoines, nous avons un partenariat à faire. Et Touba est un exemple, merci de me rappeler parce que j'ai oublié, parce que Touba c'est extrêmement important, parce qu'il y a beaucoup d'édifices sur lesquels il y a beaucoup d'investissements et que le marabout, Seigne Moutara Mbaké de Seigne Bassirou Mbaké nous a demandé si on pouvait intervenir, puisqu'il a eu écho par le biais de Seigne Mbaké, et nous sommes partis. Et quand nous sommes arrivés, il nous a dit, je préfère que vous essayez dans la résidence, là qu'on appelle la case, là où on reçoit les autres, parce que, paraît-il qu'effectivement, quand nous sommes arrivés, on a vu qu'il y avait toujours l'ancien système d'étanchéité qui me paraît un peu dépassé, parce que je me rappelle que mon père et mon grand-père l'utilisaient jusqu'à présent, alors qu'aujourd'hui, on parle. Mais vous savez, depuis que je suis né, je vois le goudron noir. Je le vois, hein, je n'ai rien je ne suis pas contre ce produit, mais depuis que je suis Bawa Gangom, je vois ce produit. Mais ce produit a ses limites. C'est partie du produit du pétrole, et puis le goudron, en général, avec la chaleur, ça décolle, ça pose des problèmes. Et quand nous sommes arrivés, nous avons décapé l'ensemble de ce que nous avons trouvé, et on a mis cette solution vraiment très révolutionnaire, qui permet de créer une membrane étanche, sans jointage, et qui a une forme de gérer la dilatation du bâtiment. Et donc les ingénieurs en bâtiment, en génie civil qui me suivent, il faut parler qu'un bâtiment bouge, oui, sans qu'on le sente. Et ça, si vous mettez quelque chose qui a tendance à se déchirer, l'eau passe par là-bas. Et l'eau, en étant depuis plus de 20 ans dans le domaine maritime, et même, on n'a pas besoin d'être dans le domaine maritime, on voit que l'eau est un facteur extrêmement important dans la vie de tout le monde, mais en matière de dégâts, l'eau, elle est présente. Parce que dans votre chambre, vous avez de l'eau qui passe, mais l'eau va venir peut-être de la 3e chambre, hein, pour créer une belle rivière. Et donc j'ai vu des propriétaires de maisons raser complètement leur maison pour pouvoir les reprendre et les étancher. Donc quand on étanche un bâtiment, c'est extrêmement important d'avoir des produits de qualité. Nous mettons à disposition cela parce que, on a dit, on l'a fait sur le port, sur les bateaux. Il marche sur les bateaux. Étancher un bateau, c'est extrêmement important. Bon, si il nous arrive de le présenter à la population sénégalaise, ceux qui ont du patrimoine à protéger, et nous le ferons, nous devons le faire par obligation patriotique, avant même de parler de l'obligation économique. Parce que mettre, je l'ai l'habitude de dire entre guillemets, il faut mettre sous sarcophage
un patrimoine, un investissement. Ce que nous faisons avec ces produits, mais pas uniquement de le faire sur la terrasse, mais vous avez sur les murs, il faut les étancher. L'eau vient du sous-sol, donc il y a à étancher, ce qu'on appelle les remontées, et tout ça, je pense que nous sommes là, nous en avons fait, on en fait, actuellement nous avons une équipe qui est présente au Mali, dans les mines d'or, pareillement, et les mines d'or c'est encore plus compliqué, parce que c'est du cyanure, c'est des produits chimiques qui doivent s'infiltrer sur les bâtiments, et nous avons une équipe pour régler ce problème. On était récemment à Gao, pendant qu'il était donc il y avait une équipe vraiment de jeunes Sénégalais. Je crois aux Sénégalais. Vous savez, l'ingénierie sénégalaise est existante. Ce qu'on cherche, c'est que c'est ce qui nous gouverne, nous accompagne. Quand ces Sénégalais-là sont partis, mais avec la conviction, j'ai dit, gars, oui, c'est pas stable. Ils m'ont dit, chef, il y a eu boulot, on doit faire une centrale, on va y aller. Ils sont allés à Gao, en aller-retour, ils ont fait presque 15-20 jours à Gao. Actuellement, ils restent sur le Mali. En Guinée-Bissau, nous avons aussi fait, à Abidjan, nous avons créé une relation. Donc aujourd'hui, de plus en plus, nous mettons à disposition du matériel de haute qualité et qui est extrêmement fiable. Donc vous êtes convaincu que vraiment on peut réussir au Sénégal et non pas faire comme peut-être les garçons font, ces jeunes, Barça ou Barça qui empruntent ces pilotes. Mais vous savez, franchement, c'est exactement tout à fait regrettable. Vous savez, aujourd'hui, je leur porte la chance, je veux le dire, d'avoir entre 100, 120, 150 jeunes qui travaillent autour d'eux. Ce que je peux ressentir en ces jeunes, c'est un besoin de coaching, un besoin d'être encadré. Je suis en train de tout faire au niveau de la formation, parce que la base, elle est là. Il faut voir que le Sénégal a construit l'Afrique. Mon père était parti dans les années 60 en Mauritanie, d'autres sont partis au Gabon, d'autres sont partis dans d'autres pays pour construire ces pays d'Afrique. Les Français venaient au Sénégal chercher la matière grise pour l'Afrique occidentale française, l'AOF. Nous avons cet héritage. Et aujourd'hui, ces jeunes qui sont autour de moi, quand vous formez un jeune, il monte sur un bateau, il installe un pilote automatique. Un pilote automatique, c'est compliqué, hein? À l'époque, nous, il fallait amener un expert. Vous voyez un jeune, il monte sur un bateau, il va relier le satellite avec le GPS, la barre, régler la navigabilité. Le bateau, le commandant, il est là, il veut aller à Freetown en Afrique du Sud, il programme, et le bateau est conduit par un pilote automatique comme à bord des avions. Et c'est des Sénégalais. C'est des Sénégalais qui les montrent, qui font les tests, qui sont avec nous, que nous avons avec nous, mais c'est même pas une chose aujourd'hui extraordinaire. C'est-à-dire on voit d'autres choses, ils montrent des sonneurs, des radars, ils montrent d'autres choses, des Sénégalais, nous avons. Parfois, il m'arrive de les amener. J'ai un groupe de Sénégalais qui vont peut-être aller former quelque part en Afrique. Je suis en train de voir dans quelles conditions ils doivent y aller. Parce qu'il faut qu'ils soient dans d'excellentes bonnes conditions, excellentes conditions. Le Sénégalais, j'y crois. Ces jeunes qui sont encadrés, partout où je pars, on me dit, s'il n'y avait pas les Sénégalais, le port serait fermé. J'étais parti, je peux le dire, au port de la Turballe, en France, à côté de Nantes. Je vois les Sénégalais à bord. Je dis, mais vous avez des Sénégalais? Vous dites, oui. Si les bateaux, on enlève les Sénégalais, ces bateaux-là vont arrêter, ne vont plus naviguer. Ça veut dire quoi? C'est simple. Si vous êtes expert ici, vous partez, vous avez la marine marchande qui vous gère. Un pays a besoin de marins. Un pays, jusqu'au Canada, mais vous avez ce qu'on appelle l'ANAM qui va sélectionner ces jeunes, les encadrer, parce qu'ils partent sur l'autorité de l'État et vont dans d'autres pays, dans de bonnes conditions. S'ils ne peuvent pas travailler, c'est ce que je remets toujours en réserve. Au Sénégal, il y a de la matière. Il reste un coaching, mettre ces jeunes à l'abri de ce genre de tentation, et c'est un engagement qui est de l'engagement de la CIDEM, qui est en train d'amener du matériel, de le façonner à la sénégalaise et de former les jeunes à pouvoir le mettre en place et de le suivre
et de le suivre, c'est ce que nous faisons. Bonne continuation également. Il faut qu'on parle du peuple parce que le temps est pratiquement terminé. Il faut donc en 2 mots parler du peuple qu'on puisse terminer avec le sport. Je l'ai dit en introduction, vous êtes le vice-président de la Fédération sénégalaise de judo. Mais d'abord, le peuple. Cher, le populaire, vous avez dit 2 mots. Le populaire, on peut le dire, c'est le forum civil maritime. C'est des experts qui se rencontrent de la marine nationale, de la marine marchande, de la marine de pêche artisanale, en fait, qui se rencontrent. C'est un endroit de réflexion. Non, vous savez, bon, je suis d'accord, hein, vous savez, nous sommes dans un pays totalement démocratique, les gens peuvent dire ce qu'ils pensent, c'est extrêmement important. Mais si vous venez au Prépoleur, vous allez voir que le Prépoleur, c'est une association qui existe un peu partout dans le monde. Nous sommes presque plus de 20 000 membres éparpillés dans le monde, plus de 225 ports sont dotés de Prépoleurs. Le Prépoleur, c'est des centres de réflexion sur lesquels nous discutons, et après, on va déposer ces discussions à l'autorité, en lui demandant, nous acteurs, voilà ce que nous pensions, si vous le faites, ça peut apporter. Mais c'est un centre de réflexion, un centre de savoir où on échange, apolitiques, qui ne parlent pas de politique, qui sont d'aucun bord, mais seulement parler de ce qui nous intéresse, qui occupe 80% du globe, qui est la mer. C'est-à-dire la mer. Voilà, je rappelle aux téléspectateurs que notre invité est Ababacar Ngom, président de l'association des importateurs, distributeurs d'équipements et de matériel de pêche. Il est aussi le trésorier général du Propeller Club, vraiment. Cette association, c'est une association Le Propeller, oui, c'est une association, c'est un club d'amis qui se rencontrent, oui, mais amis et qui tournent autour de l'idéal, c'est-à-dire la mer. Et qui ont décidé de réfléchir, voilà de la mer. Ouais. Et Julien également, c'est le directeur général de l'NGF, c'est un de mes frères, mais aussi il est arbitre international, chose assez rare. Donc c'est les biens qui nous expliquent un peu. Arbitre international de judo. De judo, bon, parce que c'est chose rare. Si je me trompe, je crois que vous êtes le seul Sénégalais à l'être. Non, nous sommes... Vous n'êtes pas nombreux, parce que c'est très compliqué. Je ne sais pas comment vous avez fait pour entrer là-bas. Moi, c'est cette question que je me suis posée. Vous êtes donc vice-président de la Fédération sénégalaise de judo. Expliquez-nous un peu comment tout ça s'est passé. Le judo est un sport, une discipline qui forge beaucoup la personnalité de l'individu. Oui. Donc je suis, à ma qualité de vice-président de la Fédération sénégalaise de judo et de discipline associée, le président étant Babacar Matarouad, nous avons vraiment, depuis 6-7 mois, pris les rênes du judo sénégalais et de mettre un cahier de route qui va définir à recevoir des trophées, beaucoup de médailles sur le plan continental, mais aussi international. Je suis arbitre, mais avant d'être arbitre international ou mondial, il y a aussi arbitre de club, après vous avez l'arbitre national, ligue, fédéral, continental et tout ça. Ce qui veut dire que jusqu'à arriver à ce moment, donc c'est une fierté. Je pense que au Sénégal, nous avons au moins entre 4 et 5 bons arbitres mondiaux qui sont là, qui sont opérationnels et qui fonctionnent. C'est une fierté pour le Sénégal parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc sur le plan continental, il nous arrive qu'on prend un de nous pour aller à Tokyo, au Japon, en France, à Abu Dhabi, dans les grandes rencontres. J'étais tout récemment donc, en Russie, j'ai été à Tokyo, j'ai aussi été au Brésil, c'est des grandes rencontres, et d'autres aussi partent. Mais la sélection, elle est extrêmement rigoureuse, parce que juger est un élément extrêmement difficile. Parce que pour juger, il faut d'abord être juste, et c'est ce qui est important. Mais je suis arbitre mondial aujourd'hui, et fier d'être sénégalais, parce qu'il y a des moments où on se rencontre là où il y a le Gotha du judo mondial, et ça me permet de montrer, comme je viens de le dire, que les Sénégalais, nous sommes un peuple vraiment aguerri et vraiment engagé pour être sur le top de top. Alors, pour fan que je suis, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, nous aider peut-être nous avec les téléspectateurs à mieux comprendre le cas d'Innocence, comment s'appelle cette fille-là Hortense Dédé, voilà. Mais là c'est... Donc, tu parles du championnat... Le championnat d'Afrique, effectivement. Mais le championnat d'Afrique, mais oui, vous savez, très bien, parce que je vois que vous suivez
les informations de notre sport. J'en suis fier, parce que d'habitude je dis qu'on ne nous suit pas trop bien, mais là je me rends compte que je vais retirer ça pour l'instant, parce que nous avons, cher qui suit, l'État. En fait, ce qui s'est passé au Gabon, le Gabon, nous devons revenir, Hortense avait assuré une médaille d'or. Je le dis clairement. Il n'est pas le seul, il y a Malik Ndiaye aussi. Je ne parle pas de l'autre, mon ami et frère ministre Malik, qui était un grand frère pour moi. Mais c'est un compétiteur aussi, parce que c'est un champion. Il a été, mais il a été même le patron de. Nous avons aidé pendant le CNJ, dans la fédération. Et qui savait très. Non, il nous a coaché comme il faut, hein, ça il faut le dire. Mais, ah oui, mais en tout cas, il faut le savoir. Mais il y en a beaucoup, hein, vous savez, il y en a qui se cachent, mais il y a beaucoup d'autorités qui ont fait les arts martiaux. Hein, mais bon, il faut vous dire que je préfère ne pas. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'au niveau du Gabon, Libreville, qui est un très grand champion, le président avait mis les moyens avec l'État. Vraiment, ce qu'on demande, c'est que l'État nous appuie. Ça, toujours, c'est notre souci, mais je pense qu'on y arrivera. Mais il faut voir qu'il faut soutenir pour amener 2 équipes masculines et féminines au Gabon. Le Gabon, Hortense avait bien travaillé. Et ce que j'ai vu en tant qu'arbitre m'a posé de soucis. Parce que vous ne pouvez pas, dans un combat aussi important que l'Égypte et le Sénégal, au judo, que vous arrêtez le combat et que, avant que Hortense puisse revenir au point de départ, qu'il y a de dos, que l'arbitre puisse dire, commencer, étant donné de sa position qui était extrêmement une position lointaine, favorable à l'Égyptienne, qui a entendu et qui a pris Hortense en traitise derrière le dos pour lui marquer un hippon. Donc, sur le champ, on est parti vers le staff. Nous avons, vous savez, quand nous sommes partis, on s'est senti ambassadeur. Nous sommes arrivés à un moment donné, il ne fallait pas dépasser ce niveau. C'est ce que nous avons fait entendre. Nous avons mis la plainte dessus en disant, c'est incroyable. Et moi, qui suis arbitre mondial, donc j'avais parlé avec le patron de la Ligue africaine en lui disant, cela ne doit pas se faire. Et une manière pareille, un bon point de hippon qu'il a, qui n'a pas été donné, et nous avons pu régler ça. Et finalement, c'est ce combat entre nous dirigeants qu'on a mis en œuvre avec le DTN et le président, qui a permis à ce que le Sénégal revienne, on peut dire, avec des médailles. Hein, parce que il faut dire qu'avec toute fierté que 6 ou 7 fois le drapeau Sénégal a flotté. On aurait dû souhaiter le mettre au bon endroit, médaille d'or, mais nous avons flotté. Et il faut voir que nous avons rétabli l'ordre en disant nous ne sommes plus d'accord qu'on sanctionne ou qu'on met nos athlètes dans ces conditions par rapport à l'arbitrage, ce qui a fait que nous avons effectivement gagné le Maroc donc en finale de bronze et en filles. Et pour les garçons, nous avons gagné l'Afrique du Sud qui avait une excellente équipe pour être vraiment 3e sur 30 et quelques pays. Et que ce qui était un plaisir, c'est que les coachs de l'Afrique du Sud qui est venu me voir, parce que c'est un arbitre mondial comme moi, vous dites, monsieur Ngom, franchement, vous avez un judo excellent. Donc, je vous encourage à persévérer dans le travail que nous sommes en train de mettre. Avez-vous l'intention, avez-vous l'impression d'être soutenu par les pouvoirs publics? Vous savez, le problème revient sur la table très souvent. Nous sommes porteurs d'espoir. Nous savons que le judo peut apporter, les arts martiaux, le judo en particulier peut apporter des médailles. Ce que nous souhaitons, c'est que l'État, les autorités nous aident. Nous rencontrons des jeunes qui ont un potentiel énorme. Ils peuvent revenir. Et un drapeau national, comme disait l'autre, un clin d'œil à Sensei, qui se flotte au niveau international, c'est un bonheur extraordinaire. Donc, nous souhaitons que l'État nous aide et aide ces jeunes à ce qu'on leur puisse qu'ils puissent être des champions. Nous mettons les moyens. Il est vrai que chaque fois, nous cherchons, l'État cherche des moyens additionnels, ce que nous sommes en train de faire, mais nous avons besoin
dans le soutien de l'État. L'État soutient beaucoup plus de football, peut-être à la limite un peu de basket, et ensuite viennent un peu les autres disciplines. J'ai juste dire un mot là-dessus. Quand nous avons eu la chance d'aller au Djambar, à l'Institut du Djambar, quand nous avons allé au Djambar, c'était, je pense, pour la première fois qu'une équipe d'art martial, de judo, puisse venir sur place. Mais le staff de Djambar, ils ont dit, ce qui nous a impressionné chez les judokas, c'est leur discipline. Ils sont venus, disciplinés. Ils ont même montré aux jeunes passionnaires de Djambar comment tomber. Comme le judo, c'est un sport d'équilibre, comment tomber pour ne pas faire d'accident, pour ne pas se casser les bras. Je pense que je remercie le président CRSEC et son staff qui ont vraiment, Madame Dédéga, qui nous ont aidés à pouvoir mettre cela. Mais il faut voir, ils nous ont dit, vous n'êtes pas comme les autres. Je ne veux pas dire, vous n'êtes pas comme les autres. Ça veut dire que le partage devrait être équitable. Et je pense que ce que nous avons senti quand nous sommes venus au Gabon et que les ambassadeurs du Sénégal au Gabon a mis le 12e Gaïndé, finalement, ils ont dit, nous sommes maintenant le 12e Gaïndé du judo. Donc c'est exactement ce que nous attendons, qu'il y ait des moyens, en savoir qu'il y a un potentiel énorme. Le Sénégal a été toujours un pays champion du judo. On peut encore vraiment mettre là-dessus, mais pas uniquement sur le judo, mais je parle de l'ensemble du sport qui tourne autour du football. Je vous remercie. C'est bon. Je rappelle juste que vous êtes le président de l'association des importateurs, distributeurs d'équipements et de matériel de pêche. Vous êtes aussi le trésorier général du Propeller Club. Je viens de le dire à l'instant même, il était question de parler aussi du judo. Vous êtes devenu président de la Fédération sénégalaise de judo, mais vous êtes aussi le directeur général de MGF. Merci infiniment à vous, Ababakar. Merci, cher. Merci également. Merci de la visite d'Africa 7, que je dis c'est la télévision de l'émergence. Parce que vous êtes avec nous dans le monde maritime. Merci infiniment. Merci pour ces encouragements. Merci également à vous les téléspectateurs. C'est la fin de cette édition. Passez d'excellents moments en compagnie du programme de la télévision.